Bonjour à tous, bienvenue à notre conférence hebdomadaire. Merci pour votre présence ce matin. Eh bien, on a eu une semaine finalement assez contrastée entre l'Europe et les États-Unis, puisque les indices européens ont enchaîné une deuxième semaine consécutive de baisse. Après le rebond du mois de mars, les marchés qui ont oscillé entre l'impasse dans le conflit en Iran et des publications en Europe qui ont été assez contrastées. À l'inverse, les indices américains ont connu une semaine positive portée par la tech, avec des très bons résultats du côté de Microsoft, d'Alphabet et d'Intel vendredi, qui ont permis au Nasdaq de prendre 1,5% sur la semaine et d'atteindre des niveaux records. Et ça a été également positif au niveau du S&P, alors que donc à l'inverse, les indices européens ont cédé 1,5%, 2,5% en moyenne, avec notamment, comme on va le voir, une sous-performance en France. Je vais passer vite sur les informations macroéconomiques qui étaient plutôt négatives donc, sur le climat des affaires en Europe. Et je passerai également un peu plus vite que d'habitude sur les performances du CAC 40 et du Next 20 pour me concentrer sur les publications d'entreprises qui ont été nombreuses dans l'univers des small et mid. Mais pour commencer, peut-être un mot justement sur ces publications et pour mettre en exergue ce qu'on a observé, c'est que sur finalement un panel de plus de 50 sociétés small et mid qui ont publié depuis 2 semaines, on a une activité qui ressort en hausse de près de 2% donc en publié et de près de 3% en organique. Donc comme on s'y attendait, le S1 est plutôt bien orienté et confirme ce qu'on a vu au T4, voire même l'accélère légèrement. Avec des nouvelles dans la plupart des secteurs, hormis dans tout ce qui est consommation discrétionnaire. Et on le verra un peu plus tard. Et c'est une légère surperformance par rapport au large 60. Le large 60 qui, lui, sur une vingtaine de sociétés, montre une activité à peu près stable en publié et là aussi néanmoins en croissance de l'ordre de 1,5% à périmètre échange constant. On viendra dessus un peu plus tard. Alors, pour les performances des indices, le CAC 40, on a eu finalement à la clôture une baisse de 3,2% pour l'indice phare de la Bourse de Paris, seulement 25% de valeur en hausse. Du côté des baisses, donc des baisses qui suivent des publications qui ont déçu. La plus forte baisse, la plus fort contributeur à la baisse, c'est Safran. Malgré une publication qui est en croissance, même assez forte, hein, plus de 20% de croissance organique. Il n'y a pas eu de relèvement de guidance et les attentes étaient très élevées, donc ça explique ces prises de bénéfices et finalement des dégradations de pas mal de bureaux d'analyse. EssilorLuxottica, également en repli de près de 14%. Là aussi, une croissance organique à 2 chiffres, mais des inquiétudes sur les marges et sur la dynamique dans les lunettes connectées. Bon, globalement, c'est également les incertitudes sur les conséquences du conflit au Moyen-Orient pour le tourisme et le luxe qui pèsent sur la valeur et qui ont pesé d'ailleurs sur tout le secteur du luxe dans cette période de publication trimestrielle. Derrière les autres publications qui ont pesé, c'est Bureau Veritas, moins 11%, révision en baisse de la guidance en raison du business au Moyen-Orient qui sera évidemment inférieur aux attentes. Et Eurofins dans la santé, moins 11,5%, avec un T1 croissance organique inférieure aux attentes, puisqu'on est à 2,6%, alors que le consensus attendait plutôt autour de plus 5. Alors le management a évoqué la météo pour expliquer cette contre-performance. Néanmoins, le T1 illustre les difficultés d'Eurofins à retrouver son rythme de croissance organique historique de 5%. Déjà l'an passé, on était à plus 3,7. Et donc le T1 s'inscrit dans cette dynamique de croissance toujours inférieure au soi-disant normatif. Enfin, Capgemini, lui cédait plus de 10% sur la semaine, avant la publication qui est prévu le 30 avril. Il y a eu une dégradation d'UBS qui a dégradé globalement le secteur des ESN. Alors UBS est à neutre et a un objectif de 110 euros
sur Capgemini, donc un objectif qui est nettement supérieur au cours de bourse. Puisque Capgemini est à 100 euros aujourd'hui. Mais c'était l'objectif précédent, il était à 150. Et voilà, et le UBS a mis en exergue les risques déflationnistes liés à l'IA. Concernant les hausses, dans le CAC 40, ST Micro trône à la première place, encore une fois, plus 16,6%, 93% year to date, un T1 supérieur aux attentes, et puis clairement, on le voit à peu près partout. Le hardware dans la tech est en plein boom aux US, comme en France, on le verra également sur les small françaises. Pour le reste, Total, bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais qui rebondit grâce à l'évolution du Brent, et L'Oréal, qui est positif, plus 6%. Après, là, pour le coup, un T1 meilleur qu'attendu. C'est un peu le seul dans le secteur du luxe et des cosmétiques qui a tiré son épingle du jeu sur cette session de publication. Pour terminer, Orange plus 3%. On rappellera, le groupe a confirmé sa guidance et puis il y a une semaine, on a eu l'accord sur la reprise de SFR. Le Next 20 qui est dans la tendance du CAC 40 à moins 3,4%, là aussi 25% seulement de valeurs en hausse. Les quelques valeurs en hausse, c'est dans le secteur pétrolier, parapétrolier. C'est un mouvement qu'on va retrouver dans tous les indices. Et là, c'est Technip Energies et GTT qui sont en tête du classement. Et l'autre valeur qui ressort, c'est Edenred, qui poursuit sa remontée après les creux de fin mars. Il y a donc à la fois un programme de rachat d'actions et puis les attentes sur finalement une résolution sur l'enquête de la concurrence en Italie. En baisse, un secteur qui a concentré la baisse, c'est le secteur de la santé. Qui est un peu surprenant à première vue, mais on a eu des publications je dirais décevantes pour bioMérieux et Sartorius Stedim, et donc les sanctions ont été fortes pour des titres qui faisaient figure de valeur refuge. bioMérieux qui a plongé de 22%, c'est un plus bas depuis 7 ans. Il faut dire que le T1 a été en repli de 3,9% en organique, avec une saison qui a été globalement mauvaise pour les médicaments, enfin les maladies respiratoires. Et donc ça a clairement, la demande a été inférieure aux attentes. Donc le groupe a revu significativement en baisse ses objectifs annuels, puisque la croissance organique est désormais attendue entre 3 et 5% contre 5 à 7% initialement. Et mécaniquement, les objectifs de ROC contributif ont été abaissés. Et en plus, sur le ROC, il y aura l'effet de vis qui va peser cette année, en particulier l'euro-dollar, évidemment. Toujours dans le secteur de la santé, Sartorius Stedim perdu moins 14%. Pourtant, le groupe lui a affiché un T1 assez dynamique, une croissance organique de 7,9, ce qui est globalement en ligne avec les attentes du consensus qui était à 8,2. Les guidance annuelles ont été maintenues, mais c'est plutôt le discours du management sur les perspectives dans les ventes de consommables qui ont inquiété, d'autant que c'était justement ces consommables qui ont boosté la croissance du T1, alors que les produits liés au projet étaient un peu plus atones au T1. Donc il va falloir une nette accélération de ce business au cours des prochains trimestres pour soutenir la croissance. Voilà pour les principales publications. Rexel, moins 8% également, après un T1 plutôt correct en croissance organique, proche des attentes. Mais là aussi, il y a des craintes sur les trimestres à venir, en raison notamment du ralentissement, ou en tout cas d'une moindre reprise qu'attendue de la construction en Europe. Passons maintenant aux valeurs moyennes, avec le CAC 1060 qui a mieux résisté, puisqu'il n'est en repli que de 1,8%. Il a été quand même soutenu par deux secteurs clairement. Le premier, c'est les parapétroliers, avec Valourec, Viridian, qui sont en forte hausse. Viridian qui gagne 27%. Il y a une claire dynamique dans les services sismiques offshore.
qui ont qui ont convaincu en tout cas Barclays de passer à surpondérer sur la valeur et de relever son target à 200 euros contre 150. Vallourec, dans ce même secteur, gagne 8%. Et concernant Vallourec, c'est Jefferies qui est resté à l'achat et qui a relevé son objectif de cours. Donc, hormis le secteur parapétrolier, l'autre secteur qui a tiré l'indice, c'est la tech, mais du côté hardware, avec deux valeurs en particulier. Soitec, qui continue de planer. Soitec qui gagne 15%, on est à plus 386% year to date, toujours porté par la dynamique dans le photonique sur silicium et la demande finale tirée par l'IA. Notre acte dans le secteur, les sociétés ASM et AVB ont confirmé la très forte demande dans les data centers. Le momentum est très favorable. Il faudra quand même garder en tête qu'il y a certaines études qui montrent quand même qu'il y aura certainement un retard sur les livraisons de data centers et que probablement il y a des projets qui seront annulés. Mais en tout cas, pour l'instant, ça n'est pas le sujet. Et toujours dans le domaine de la tech et du hardware, il y a Vusion Group qui s'est mis en lumière cette semaine, plus 10% pour le groupe. Je dirais que comme souvent quand Vusion publie des chiffres d'affaires, le titre se porte bien. Souvent quand il y a des publications de résultats et les informations sur le cash, c'est plus compliqué. Mais là, on a encore une croissance impressionnante, plus 34%, plus 26% ajusté du contrat Walmart sur le trimestre. Le groupe vise une progression annuelle de 15 à 20%. Ça reste une valeur de croissance dans l'univers des mid-cap françaises. Néanmoins, on a eu une semaine quand même qui a été volatile puisque à la suite du chiffre d'affaires, le titre a bondi 19%. Il a ensuite cédé 9% vendredi. Et il y a quand même des fonds qui restent avec des positions short. C'est notamment Citadel et Tudor qui ont déclaré leur position short sur la valeur. Quelques baisses quand même, puisque finalement l'indice a reculé. On a le secteur, on le verra un peu plus tard également dans le small, mais le secteur des biotech qui a connu des prises de bénéfices dans son ensemble. Et donc Abivax a pesé sur l'indice, moins 8% pour Abivax. Qui est toujours l'une des principales pondérations de l'indice. Au-delà des biotech, on a les ESN qui ont connu un retour en arrière dans le sillage de Capgemini. Et donc, c'est Atos qui a cédé moins 10,7%. Atos qui a publié son T1, le T1 qui était en repli de 11% en organique. Bon, après, les chiffres d'Atos doivent être vus et doivent être mis en perspective de la situation spécifique d'Atos qui est en pleine restructuration après avoir touché le fond et avoir pratiquement fini dans le mur. Donc il y a des abandons de business non rentables. Donc c'est ce qui explique cette très forte décroissance organique. Le groupe a resserré vers le bas sa guidance annuelle. Il attend désormais moins 1 à moins 1,5% en organique, contre plus 1 à moins 5% précédemment. Dans le secteur Sopra, qui publiera mercredi, lui a reculé de près de moins 14%. Enfin, deux autres valeurs à mettre en valeur du côté des baisses. FDJ United, qui a cédé moins 7,6% à la suite de sa publication trimestrielle qui a été décevante, chiffre d'affaires en repli de 3%. L'objectif de marge d'EBITDA annuel a été révisé en baisse. Le groupe est toujours pénalisé par les changements de fiscalité. Mais à noter également qu'au T1, il a été pénalisé par un trop grand nombre de gagnants. Voilà, donc un début d'année plus compliqué que prévu pour FDJ United et ce qui se répercutera sur l'ensemble de l'année. Enfin, Air France KLM a décroché également moins 12,4%. Alors, il est toujours pénalisé par le conflit au Moyen-Orient qui perturbe les routes aériennes, qui aussi pèse sur le prix du kérosène et même fait craindre des pénuries, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Mais en tout cas, il y a je dirais des trajets plus longs à faire compte tenu des fermetures partielles de certains espaces aériens, en particulier vers l'Asie.
Passons maintenant au CAC Small. Le CAC Small, pour les principales évolutions, je vais faire vite, mais le CAC Small qui a reculé de 2,6%. Par contre, là, il y a quand même 35% de valeur en hausse, donc une dynamique plus marquée. On retrouve sur le plan sectoriel ce qu'on a déjà observé, c'est-à-dire le pétrole parapétrolier avec North Atlantic Energy et l'ex-Esso et Morel et Prom, les deux gagnent à peu près 8-9%. Et puis ensuite, on a la tech plutôt orientée du côté hardware avec XFAB qui reprend 10,8% dans le sillage de ST Micro et donc de tout ce secteur des semi-conducteurs. Et OVH Cloud dans les data centers qui lui progresse de près de 5%. Le groupe fait partie des 4 consortiums retenus par la Commission européenne pour un projet estimé à 180 millions d'euros. Enfin, toujours dans ce secteur, on notera la très forte volatilité sur Memscap, Memscap qui a bondi de 25% lundi dans des volumes hors normes, hein, près de 10 fois les volumes habituels. A priori, c'est plutôt du côté des réseaux sociaux qu'il faudrait voir l'actualité et les conseils sur Memscap. Durant la semaine, le titre a reperdu une grande partie de sa progression. Du côté des baisses, Equinox qui a cédé moins 15% après avoir nettement rebondi depuis le début de l'année. Le groupe a publié son chiffre d'affaires T1 qui pour nous était plutôt moins mauvais qu'attendu. On a un recul du chiffre d'affaires de 3% et de 6% en organique. On attendait plutôt moins 10 en organique compte tenu du décrochage au S2 de l'an dernier. Finalement, en séquentiel, le retour de la croissance se confirme et le groupe a d'ailleurs confirmé le retour de la croissance single digit sur l'ensemble de l'année. Il y a toujours les discussions avec un opérateur télécom de rang 1 pour un contrat cadre pluriannuel. Donc le news flow quand même s'améliore. Le grand incertitude, c'est la rentabilité. Sur Equinox, et là-dessus, on a encore une visibilité faible. Enfin, sur l'indice, de manière sectorielle, on a les biotech qui ont pesé, comme je l'évoquais déjà, dans le mid. Un mot des valeurs hors indice, Savencia, c'est particulièrement mis en lumière, plus 16%. On a eu une publication trimestrielle qui était rassurante avec un chiffre d'affaires stable en organique, moins 4 en publié. Dans le secteur de la tech, SideTrade, plus 10% quasiment. Le groupe a présenté récemment son plan 2030 qui est clairement tourné vers l'IA, un business qui s'adapte aux nouvelles, l'évolution technologique. Il avait publié un chiffre d'affaires T1 également en hausse de 17%. Et cette semaine, enfin la semaine passée, il y a eu 2 nouvelles nominations dans la direction. Donc il y a pas mal d'actualités sur SideTrade. Dans les hausses, on notera également des hausses assez générales pour les différentes caisses régionales du Crédit Agricole. Il y a quand même un mouvement activiste qui se met en place en ce moment et ça commence à bouger sur les cours de bourse des différentes caisses. À la baisse, on notera que Pull-up a cédé 15,1% après son profit warning d'il y a une semaine. Et la semaine passée, on a eu l'annonce d'un changement de directeur général délégué chez Focus Entertainment, l'une des filiales. On passera rapidement sur l'Eurostoxx Small qui a cédé 3,3%, donc à peu près dans la lignée des grands indices européens. Les valeurs en hausse, c'est essentiellement dans le secteur oil and gas. Et du côté des baisses, alors, le plongeon d'Iveco est lié à un détachement de dividendes exceptionnels. En revanche, on observe une difficulté pour TUI, le spécialiste du tourisme qui est pénalisé par le contexte géopolitique. Fraport, les aéroports de Francfort qui sont également affectés, et puis Flatex de Giro qui avait progressé fortement avec la volatilité des marchés, se replie après un T1 un peu inférieur aux attentes. Si on fait le bilan depuis le début de l'année, on a des indices français qui sont plus ou moins proches de l'équilibre, à peu près tous, et néanmoins le mid and small est en tête à plus 3%, alors que le CAC 40 et le Next 20 sont flat. Passons maintenant à notre buy list, une buy list qui se comporte plutôt bien, puisqu'elle a baissé que de 1,4%.
donc une surperformance relative par rapport aux indices français. Comme depuis le début de l'année, ce qui est plutôt positif, c'est que quand il y a des publications, elles sont saluées. Et c'est le cas cette semaine pour Cricri et ID Logistics. Donc Cricri, je vais laisser Léo dire un mot de la publication du spécialiste des yaourts grecs. Oui, a publié son chiffre d'affaires et ses résultats. Son chiffre d'affaires il était plutôt surprenant à la hausse. Ils ont fait une croissance de 28%. Donc, ils ont fait 330 millions de chiffre d'affaires, alors qu'ils disaient faire un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions. Donc, c'est quand même 10% de plus que la guidance. Cependant, en termes de profitabilité, ça a été un peu décevant par rapport à leurs attentes. Ils pensaient faire une marge opérationnelle de 14%. Ils ont fait une marge opérationnelle de 13%. La différence entre la guidance et le réalisé était surtout à cause des fluctuations des prix de l'énergie et aussi du lait qui ont eu d'impact. Cependant, ce n'est pas grave puisque ils pensent que pour 2026, le chiffre d'affaires sera supérieur à 390 millions, c'est-à-dire une croissance supérieure à 19%, et que l'EBIT est attendu autour de 60 millions, ce qui veut dire une marge de 15,4%. Donc ils pensent bien que les effets de prix qu'ils ont réalisés au S2 25, ils vont avoir leurs effets sur l'année pleine en 26, qui donc fait qu'on va retrouver un niveau de marge qui est plutôt en ligne avec la moyenne de l'historique à 15%. Et puis, la direction a indiqué aussi que au premier trimestre, la croissance a été plutôt résiliente, de l'ordre de 30% en plus, et que les premiers effets d'amélioration de la profitabilité ont été bien constatés. Voilà, nous, on pense que Cricri, c'est une belle boîte de croissance, avec des vrais avantages compétitifs durables et forts. Le groupe a lancé un plan de CAPEX important pour doubler ses capacités de production, qui aura fin en 2027. Nous, on pense que le groupe sera bien capable de doubler ses capacités et son chiffre d'affaires dans les 4-5 prochaines années. Le titre est valorisé à 20 fois le price earning, qui nous paraît plutôt juste par rapport à cette forte croissance qu'ils ont, tirée surtout par une croissance assez distinguée au Royaume-Uni, qui a cru toujours aussi cette année de 60%, et aussi en Italie, qui fait des taux de croissance de 30-40%. Donc voilà, nous sommes plutôt confiants sur la valeur et nous sommes toujours à l'achat. Merci Léo. Et donc l'autre publication dans notre buy list, c'était ID Logistics. Et bien, ID Logistics confirme que c'est vraiment probablement l'une des plus belles valeurs de croissance dans l'univers. On a encore au T1 une croissance organique de 17%, ce qui fait qu'en publié, on est à plus 14. On a toujours une tendance excellente aux États-Unis, plus 41%. Et on pense que compte tenu de la capacité d'exécution du groupe et de son track record en Europe, il y a encore un potentiel énorme aux États-Unis où il y a des parts de marché à prendre. Et donc ça se confirme. Et bien, nous pensons clairement que la baisse qui avait été très marquée en février-mars était une opportunité assez unique de rentrer sur le titre. Voilà, donc on reste toujours positif. Pour le reste, de manière globale, dans notre buy list, on est toujours assez exposé au secteur de la santé qui me paraît disposer d'une visibilité importante dans le contexte actuel. Et donc, on a Virbac et Bastide dans le secteur. Et voilà, on a encore des ESN qui, cette semaine, ont souffert avec Alten et Infotel. Au moins, on observera les publications de cette semaine qui seront assez nombreuses dans le secteur. Voilà, depuis le début de l'année, on est désormais en repli de moins 3% sur notre buy list qui se rapproche quand même des indices après un mois de février très compliqué. Ça me permet maintenant de passer aux publications globales de la semaine passée. Comme je le disais, désormais, après 2 semaines de publication, on a une première idée de la tendance et elle est conforme à notre scénario d'accélération de la croissance en ce début d'année 2026. Comme je le disais, le chiffre, c'est plus 2% sur le trimestre en publié, un peu moins de plus 2 et un peu moins de plus 3 en organique, avec l'aéronautique et la défense qui continuent de tirer la croissance, mais le secteur des services qui retrouve une meilleure traction depuis le S2.
Et ça c'est illustré par il était en hausse pour les secteurs de l'intérim, enfin, avec Synergie qui pour l'instant a publié, était la première à publier en attendant le cri de cette semaine. Mais donc sur Synergie, on a eu une croissance organique de 2%. Alors c'est une surperformance encore du marché français pour Synergie, mais le marché français était légèrement positif sur le premier trimestre. Du côté des ESN, on a Sword qui a encore publié plus 12% en organique. On aura beaucoup de publications dans le domaine cette semaine avec OB, Alten, Webstone et Nagarro en Allemagne. Des industries qui avaient touché un point bas courant 2025 et qui vont mieux, c'est également ce qu'on observe donc sur ce premier trimestre. Le seul secteur qui souffre, c'est la consommation de manière générale et la consommation discrétionnaire en particulier. Et ça se traduit dans le nautisme et dans le luxe. Voilà, sur la consommation, c'est Interparfums qui a publié un chiffre d'affaires en baisse de 3% en organique, par exemple. Donc dans le nautisme, c'est Fountaine-Pajot qui a publié un chiffre d'affaires en baisse de 13% sur le S1. Néanmoins, sur Fountaine-Pajot, c'est quand même celui qui s'en sort le mieux, puisque Katana était en baisse de plus de 20%. Il y a quand même une résilience du côté de Fountaine-Pajot du fait de son positionnement plus haut de gamme et également moins exposé au charter. Ce qu'on retiendra également de la publication de Fountaine, c'est la création de la JV avec Beneteau dans la propulsion électrique. Une JV, enfin un accord qui confirme je dirais l'avance technologique de Fountaine-Pajot, puisque c'est le système développé par Fountaine-Pajot et ces entreprises associées qui a été retenu par Beneteau et donc on peut penser que si tout se passe bien, ça pourrait confirmer être le système de propulsion généralisé dans le secteur de la voile mondiale, ce qui serait très positif pour Fountaine-Pajot. Voilà, si on fait un bilan global des 20 publications, ce qu'on retient, c'est que du côté très positif, donc idée logistique toujours en tête de liste, Lily dans l'aéronautique continue également de flamber. Plus 11% en organique côté 1 pour Lizzie, donc plus 18 dans la partie aéronautique, une dynamique qui devrait se poursuivre sur le reste de l'année, et on pense que c'est une valeur qui est encore très abordable dans le secteur aéronautique. Il faut faire un peu fi de l'auto qui est très peu contributif à la rentabilité, mais qui génère du cash, donc c'est pas un problème pour nous et il faut vraiment investir pour le côté aérospace. Dans les bonnes publications, on a Sword, donc, que j'ai déjà évoqué, Synergie, donc, qui est en croissance organique, Assystem, qui est toujours en légère progression organique, ce qui confirme je dirais, le fait que c'est une valeur refuge avec une activité très solide et je dirais un catalyseur nucléaire qui sera plutôt pour le temps long, mais c'est vraiment un secteur extrêmement porteur, puisqu'il faudra de l'énergie pour nourrir les data centers qui sont en construction. Donc, le nucléaire sera indispensable, notamment aux US. Enfin, Pierre et Vacances, qui a publié un solide T2, plus 5% dans le tourisme en organique. Le problème sur Pierre et Vacances, c'est qu'il y a toujours quand même une certaine incertitude avec des discussions sur des principaux actionnaires pour le devenir du groupe. Du côté des publications qui étaient moins mauvaises que prévu, j'ai déjà évoqué Equinox. On peut évoquer Veralia également, qui a plutôt bien résisté au T1. Les volumes se stabilisent. Et ça a permis au groupe de confirmer ses guidance annuels. Voilà, ils sont un peu plus crédibles après ce T1, mais bon, nous, on pense que la valorisation n'est pas particulièrement basse pour revenir sur le titre, voilà, qui est toujours et qui affiche toujours une certaine atonie au niveau de son chiffre d'affaires. Serge Ferrari également, une publication moins mauvaise qu'on pouvait le craindre, puisqu'on est à plus 3% en organique. Il y a quand même une difficulté aux US du fait d'un effet de base. Et bon, je dirais que le conflit au Moyen-Orient et les hausses des matières premières est quand même un motif de risque sur Serge Ferrari. Enfin, du côté des publications, pour terminer, qui ont été moins mauvaises que prévu, il y a Gerbet qui a clairement été moins mauvais que prévu. Peut-être si Robin est là, peut-être peut dire un mot sur Gerbet. Oui, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui l'ont vu, oui, Gerbet a publié son T1 la semaine dernière.
De manière étonnante, et surtout après les annonces de restructuration et de problématiques de production imposées par la FDA sur le site américain, finalement, le groupe arrive à publier une croissance de 3% en organique, ce qui est quand même assez surprenant. Surtout quand il n'y avait pas les problèmes, le groupe avait déjà du mal à publier des résultats en croissance. Là, il y a des problèmes qui sont censés bloquer l'usine et qui finalement l'ont impacté qu'assez faiblement. Alors, ils nous ont expliqué qu'en réalité, ils ont quand même surtout utilisé les stocks et que le T2, la problématique industrielle allait surtout avoir des effets au T2. Bon, néanmoins, ce qu'on comprend, c'est que c'est que relativement, le process est relativement sous contrôle et qu'on pourrait avoir des bonnes surprises puisqu'ils anticipaient une sortie de crise d'ici la fin de l'année. Et c'est possible que plutôt fin d'été, le problème soit réglé. Alors, ça ne change pas les problèmes de fond globaux sur le groupe. Néanmoins, peut y avoir quand même des bonnes surprises et d'ici, enfin plutôt sur les publications de septembre, et probablement peut-être des prévisions annuelles qui seraient revues. Alors après, à moyen terme, on a quand même des sujets sur le succès du nouveau produit et de la nouvelle stratégie mise en place. Néanmoins, on est quand même agréablement surpris. Et les explications fournies par le management, et on attend d'avoir un peu plus d'éclaircissement là-dessus, sont quand même, enfin pas curieuses, mais ce que je veux dire, ils ne nous ont pas expliqué clairement s'ils avaient été trop alarmistes lors de la publication annuelle ou si finalement c'est une bonne surprise. Ok, merci Robin. Et pour terminer par les publications qui ont été pire que prévu, nous, il y a eu essentiellement deux valeurs. C'est Roche Beaubois qui a affiché moins 9% au T1. Bon, ça confirme cette dynamique difficile dans les meubles et même dans la partie luxe. Et puis Excel Industries, un T2 encore très compliqué. Moins 10% en organique, on ne s'attendait pas à autant, et en particulier dans l'agricole, on est à moins 21%, malgré un effet de base qui devenait plus bas. Bon, il n'y a toujours pas de reprise dans le secteur agricole, ça on s'en doutait, mais c'est encore plus marqué que ce qu'on pensait. Et dans l'industrie, il y a je dirais un point bas dans les grands projets qui pèsent sur la croissance. Donc c'est pas les projets les plus c'est pas ces grands projets qui sont très rentables, c'est plutôt les pièces détachées. Donc sur la marge, ce sera moins fort. Un mot pour terminer des 15 publications à venir de la semaine. Ce qu'on a mis en exergue, c'est les publications dans le secteur des ESN et du conseil. On va voir si la croissance à court terme est bien là. Ça devrait se confirmer. On attendra également le discours des managements sur l'adaptation à l'IA et savoir s'il commence à y avoir des premiers effets sur le plan commercial. Voilà, donc il y a Alten en ce début de semaine, puis OB et Westone et Nagaro qui publieront tous cette semaine. Dans l'industrie, on aura Manitou et Olot. Voilà, Manitou, c'est une valeur qu'on trouve également sous-valorisée, mais à voir l'impact de l'agricole sur le business de Manitou au T1 et sur l'année 2026. Hawkwell dans les équipements anti-automobiles. Il y a de l'actualité également ce matin avec Forvia. Mais sur Hawkwell, comme vous l'avez vu, on est passé à AD malgré une valorisation extrêmement basse, mais on pense qu'il n'y a vraiment aucun catalyseur à court terme et qu'il y a je dirais un repositionnement qui va prendre du temps du côté d'Hawkwell. Donc on pense que aujourd'hui, c'est vraiment trop tôt pour se repositionner sur le titre. Enfin, la dernière publication que je voulais évoquer, c'est LDLC. LDLC qui avait connu un excellent premier semestre, dont le titre a beaucoup chuté depuis la publication du T3, qui montrait un ralentissement de la croissance. On attend encore un ralentissement au T4. Mais on attend de la croissance et s'il se confirme que la croissance néanmoins reste là et qu'on peut partir sur un nouvel exercice de croissance en 26-27, on pense qu'à ces niveaux de valorisation, ce sera peut-être le moment de revenir sur le titre. Donc c'est une publication qu'on attendra clairement pour se repositionner. Voilà pour l'ensemble des publications. Il est 10h13, on a un peu dépassé, mais avec l'actualité était très, très dense cette semaine et elle le sera encore la semaine passée, elle le sera encore cette semaine. Et on sera ravis de vous retrouver lundi prochain pour poursuivre le bilan des publications trimestrielles et bien affiner le retour qu'on peut avoir dans chaque secteur
et en particulier dans l'univers des small et mid. Eh bien, merci à tous pour votre présence et on vous dit à lundi prochain et on remercie également ceux qui nous réécoutent sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, à lundi prochain.